Alors, il me met connexion instable, hein, j'espère que ça va. Voilà. On va Bien. faire Eh bien, je vous propose qu'on démarre. Je vais commencer d'abord par vous dire bonjour à toutes et à tous, hein, de nouveau me présenter. Donc, je suis Stéphane Roy, psychologue, psychothérapeute et directeur adjoint de l'Institut Mimétis. Et puis, nous sommes évidemment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Je voulais juste dire un petit mot et de varier, voilà, et en vous disant qu'aujourd'hui, enfin vraiment au nom de l'Institut, on tient vraiment à vous remercier pour votre fidélité à suivre nos webinaires et puis aussi pour tous les mots d'encouragement que vous pouvez nous envoyer, nous poster, nous encourageant à dire à quel point tous ces moments sont importants pour vous et nous font du bien. Bien évidemment, hein, les activités de l'Institut continuent et puis continue à l'Institut à mettre tout en œuvre pour assurer la continuité des formations qui sont proposées voilà, en fonction des besoins, des contraintes et des conditions actuelles. Alors évidemment, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous en allant sur notre site internet. Voilà, en échanger avec nous, on sera ravis de pouvoir discuter. Voilà, aujourd'hui, écoutez, je vous propose d'accueillir nos deux intervenants du jour pour notre webinaire qui a pour thème aujourd'hui quand la surmédiatisation crée l'illusion de l'humain en relation. Et pour animer ce webinaire, nous sommes heureux d'accueillir Sandy Vandrely, qui est hypnothérapeute, qui est consultante en management depuis 13 ans. Sandy a travaillé pendant plus de 10 ans dans le secteur des médias, du cinéma et de la télévision. Et elle est aussi formatrice au sein de l'Institut Nuetis. Et puis aujourd'hui, nous accueillons aussi le docteur Éric Bardot, fidèle parmi les fidèles, qui est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, et directeur de l'Institut Nuetis, concepteur et développeur de l'HTSMA, thérapie du lien et des mondes relationnels. Donc, comme d'habitude, pendant environ heures, nos deux intervenants vont échanger sur le thème d'aujourd'hui. Puis, dans un deuxième temps, nous laisserons place à vos questions que je me ferai un plaisir de relayer à Sandy et à Eric. N'hésitez pas, du coup, à poser vos questions en temps réel sur le chat. Vous savez où il se trouve maintenant pour les habitués et à droite de votre écran. Bien sûr, ce webinaire est enregistré, donc il sera à voir et à revoir sur la chaîne YouTube de l'Institut. Voilà, maintenant je vous laisse profiter de ce webinaire et je laisse la parole à Sandy et à Eric. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci Stéphane. Merci, Bonjour à Stéphane. vous tous et à vous toutes pour ce nouveau webinaire. Quand nous avons échangé avec Wendy et que je t'ai proposé Wendy, Wendy? Sandy, excuse-moi. Alors en fait, c'était pas moi avec qui tu as échangé. Mais tu vois, c'est rigolo parce que Wendy, c'est le vent et moi, Sandy, c'est le sable. Donc, on est en lien avec l'univers marin dans lequel tu es. Voilà. Sandy, je sais pas, tu vois, c'est les gags. Donc Sandy, quand je t'ai proposé ce Oui. webinaire, l'idée c'est de croiser évidemment Eric, nous ne t'entendons plus. Comme tout à l'heure, là, il y a eu un souci. On ne sait pas d'où il venait. Le son est réapparu. Est-ce qu'il est revenu là? Ça y est, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je t'entends à nouveau en tout cas. Tu m'entends Stéphane? Oui, oui, on t'entend. Oui, donc je disais de ton passage et de tes 10 ans d'expérience autour de la télévision, la radio, tout ce qui est de l'Europe de la communication. Mm. Et bien sûr, la communication est aussi un des éléments centraux dans la psychothérapie. Et nous nous sommes mis d'accord sur cette question de la surmédiatisation
Voilà, avec cette question de ne crée-t-elle pas une illusion de l'humain en relation? Mm. L'idée nous est venue à travers le fait que la surmédiatisation, donc la manière d'utiliser la médiation dans, dans ce mouvement de sursaturation, ne créerait pas l'équivalent d'une forme de rumination mentale par la répétition justement et la sursaturation. Et comment elle interroge justement la place de notre capacité à penser avec un grand P, hein, c'est-à-dire la capacité à penser de l'humain. J'aimerais juste rappeler, je vais te passer la parole, j'aimerais rappeler qu'on oublie d'abord que penser, c'est d'abord un acte avant d'être un contenu. Et que cet acte questionne évidemment sur le contexte, l'intention et la question du sens. Mm. Voilà. Alors, je vais te passer la parole. Quand on s'était posé la question de la capacité à penser avec un grand P, ça t'avait évoqué la chanson de Florent Pagny, Ma liberté de penser. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, du coup, quand on a échangé, je t'ai dit, tiens, c'est marrant à quel point ça fait écho, vu qu'en ce moment, je suis en train d'apprendre une nouvelle chanson à la guitare. Et curieusement, voilà, c'était cette chanson, Ma liberté de penser, dont les paroles, justement, sont, vous pouvez tout prendre, tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez. Ce que vous n'aurez pas, c'est ma liberté de penser. Et là, du coup, quand on a échangé, toi et moi, voilà, j'ai posé les choses en disant, tiens, tu vois, Eric, c'est fou parce que, et si c'était cette liberté-là, finalement, qui commençait à être touchée au cœur même de la création de la pensée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que l'idée est partie tous les deux hein, du fait que de tous les côtés, que ce soit tout support de médias, télé, web, radio ou autre mesure, il y avait des messages qui passaient, qui étaient des messages, ce qu'on a posé, nous, qui au final était plutôt de la manipulation, enfin du concept d'idée à chaque fois, hein, plutôt des éléments conceptuels et pour lequel il n'y avait pas de véritable sens, si ce n'était juste, en tout cas ça ne faisait pas écho avec l'individu, si c'était juste le fait de la répétition, la sursaturation qui faisait qu'au bout d'un moment, ça vient à l'intérieur des personnes comme étant quelque chose qu'il faut penser. Hein, ce mécanisme d'apprentissage par la répétition. Et comme toutes les voies de communication sont en sursaturation d'un message identique, eh bien à ce moment-là, on se retrouve finalement, en tout cas, à se demander si ce que l'on pense là, c'est véritablement quelque chose qui nous appartient et qui est l'émergence d'une réflexion, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu finalement descendre tranquillement et s'inscrire en nous comme étant la norme de ce qu'il faut penser. Et lorsque tu dis justement, quand tu évoques cette question de est-ce que c'est notre capacité à penser ou quelque chose qui vient de l'extérieur et qui descend, et qui sursature et qui devient la norme de ce qu'il s'agit de penser, ça pose justement la question de savoir si la manipulation de mots, phrases, qui donnent l'apparence d'idées et et donne l'impression de développer des concepts, si en retour, justement, à cette question que nous nous sommes posée, si en fait, ça ne crée pas un message qui, dans le contenu et dans la capacité à penser, si ce message que ça crée n'est pas un message de mots creux, de mots vides, et qui en fait font référence et laissent passer une pensée normative. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on est parti vraiment de cette idée-là, de mots creux, hein, si tu te souviens, en évoquant le fait que un mot avant, enfin la communication, déjà, hein, communiquer logiquement, c'est
aussi être en lien à l'intérieur, c'est être avec aussi. Et, et donc, avec cette surmédiatisation, hein, vraiment, le fait qu'on est sur des mots qui sont vidés finalement de leur substance et de leur sens. C'est-à-dire qu'ils ne sont portés que par le concept d'idée qu'ils amènent, mais ce ne sont pas des mots habités. C'est-à-dire qu'on reçoit, c'est comme si nous recevons du coup des mots inertes qui sont juste des manipulations de concepts. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, tu sais, je t'ai envoyé un sketch de Franck Lepage sur les mots en fait de concepts d'idées qui sont en fait des mots que l'on va utiliser pour se cacher derrière véritablement le sens. Donc c'est un sketch qui est fantastique, je trouve, par rapport à ça, parce que il a des cartes avec certains mots clés, des mots qui à la fois veulent tout dire et rien dire, qui quand on les agence d'une façon ou d'une autre, finalement font juste passer en fait du rien. Et c'est ça qui est fantastique, c'est le fait que comme il y a du rien qui passe, ça crée dans le corps un vide. C'est-à-dire qu'à un moment, on se retrouve finalement sans savoir sur quoi prendre appui pour penser. Et c'est là qu'on a posé justement ensemble cette notion de mots creux, c'est-à-dire que en fait, des mots creux, au-delà de ça, des mots inertes, c'est-à-dire des mots qui ne sont pas portés par aucun message vivant. Ça va, ça te parle ça, par rapport à ce qu'on avait posé? Ah, on t'entend plus. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon, voilà, c'est bon. Et oui, et ça me semble important d'amener ce mot creux, c'est-à-dire que c'est l'idée que le langage, il est composé de mots, mais ces mots, si elles ne résonnent pas en lien avec l'expérience, ça devient comme des briques de matière qu'on peut manipuler comme un jeu de Lego. Exactement. Et ce qui est terrible, à partir du moment où le message sursature sur divers canaux, c'est qu'en fait, ça laisse entendre que ce que ça va mettre en place, parce que ça va activer un monologue chez nous pour remplir ce vide, Mm. ça va créer l'illusion d'un dialogue, là où en fait, il n'y a qu'un monologue qui active chez nous notre propre monologue. Oui, c'est ça, Eric, tu vois. Et justement, quand tu vois, tu poses ça, c'est le terme dialogue au sens premier du terme. C'est-à-dire, Oui. c'est dia, deux, et logos. Donc, on est sur finalement l'accès à une connaissance qui ne peut émerger que parce qu'il y a deux rencontres, enfin, que c'est un point de rencontre, c'est une rencontre de deux intelligences qui va faire émerger ce fameux troisième point, qui sont finalement des idées et des. C'est quelque chose qui va venir nourrir. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a quelque chose qui devient fertile, fécond au niveau de la pensée, parce qu'il y a la rencontre de ces deux intelligences-là. Et effectivement, quand on est sur l'illusion d'une communication en relation, à Mhm. ce moment-là, en tant qu'être vivant, on se retrouve face à un message qui est creux et Mhm. qui va activer chez nous uniquement un monologue intérieur. Hein, c'est ça que tu poses du coup là. Voilà, en fait, quand tu es en train de dire, lorsque tu es en train de dire ça, Sandy, ça m'évoque quelque chose d'extrêmement important et qui est en lien d'ailleurs, qui peut être en lien dans la thérapie avec avec le questionnement. C'est-à-dire que à partir du moment où le message est un message de sursaturation qui renvoie à une norme qui est extérieure à la personne, effectivement, ce message va avoir des mots qui vont avoir comme effet d'être des mots creux. Alors, ça met l'autre dans la situation suivante où d'accepter le vide Mhm. et de sortir, de se mettre à distance, c'est-à-dire de dire ça c'est, je veux dire, où je suis dans cet échange, qui n'en est pas un, où ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais devoir remplir ce vide de de mon propre vécu, de mes propres croyances et de mes propres représentations. C'est ça.
Mais avec cette chose extrêmement difficile, c'est qu'à ce moment-là, je ne peux être que soumis à la norme ou en opposition à la norme. Et qu'il n'y a pas, mais même l'opposition à la norme, on le sait bien en langage hypnotique, est une acceptation de la norme. Et tu vois, quand tu dis ça, là, ça m'évoque un élément avec lequel on peut en tout cas faire un vrai parallèle. C'est que du coup, ça vient activer les 3 postures que l'on a dans le monde de la survie, à savoir soit je vais attaquer, donc je vais avoir un message qui va être de toute façon un autre concept d'idée, donc on est dans la dualité, pam, 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 qui fait qu'on a une montée en escalade. Oui. Soit on a la fuite, Oui. c'est-à-dire que je fuis toute relation médiatique ou autre mesure, je me coupe du monde des médias et je vais effectivement, pour retrouver une forme d'apaisement, mais en même temps, c'est une forme de fuite aussi. Oui. Ou alors, on a le troisième élément, la soumission, ce qui est effectivement la soumission à une pensée qui, du coup, fait que notre propre dialogue intérieur, comme il ne trouve pas écho parce que au niveau de la sursaturation médiatique, on est sur quelque chose qui vient vraiment, tu vois, nous plaquer. J'avais évoqué avec toi la coupole, tu vois, comme si ça était une coupole de communication autour de nous et qui fait que, effectivement, à la fois, ça demande de prendre position, mais en même temps, c'est une position qui peut nous mettre en danger. Parce qu'aujourd'hui, soit on est avec le discours, soit on est contre. Mais dès qu'effectivement on commence à avoir, à laisser, on va dire, apporter comment dire, ce qui vient, j'allais dire la pensée émergente, tu vois, mais apporter quelque chose qui peut faire en sorte que les personnes puissent tout simplement avoir suffisamment d'éléments pour eux-mêmes construire leur propre pensée, parce que c'est de ça dont il s'agit. Véritablement, eh bien là, on est implicitement ou explicitement, d'ailleurs on n'est même plus implicitement, tu vois, quand je le dis, on est explicitement disqualifié parce que contre effectivement la coupole. Ça te parle là, ce que je pose là avec toi? Oui, tout à fait. Et en fait, si je le redis autrement, ce que tu es en train de dire, Sandy, c'est-à-dire qu'en fait, on crée l'illusion, ça crée l'illusion qu'en fait, tu es en lien avec l'autre, alors qu'en fait, c'est avec une représentation, et que cette représentation envoie un message implicite d'être ensemble, alors qu'en fait, c'est une représentation qui est en phase avec une norme. C'est ça. Et c'est important, si je peux continuer, et puis tu vas rebondir, car cette communication-là est singulière dans la mesure où elle est, comme on l'avait dit, elle est dans l'immédiateté, elle est opératoire, donc elle est instrumentale, et surtout, elle oblige à une réponse de type réactionnel et non pas à la distanciation nécessaire pour entendre ce que dit l'autre, recevoir ce que dit l'autre, et que le tissage des deux intelligences amène une émergence d'une pensée, que ce soit en soi ou que ce soit avec l'autre. Et donc, effectivement, elle crée l'illusion d'un sens qui en retour est vide de sens. Et là, tu vois, ce que tu poses justement sur cette immédiateté, Oui. Cette immédiateté va justement amplifier véritablement ce phénomène. C'est comme si on perdait le contrôle de quelque chose qui est en train de s'auto-alimenter. Parce que justement, tu vois, quand tu poses ça, la construction d'une pensée émergente a besoin de temps. C'est-à-dire qu'on a besoin de sens. Et pour aller trouver le sens, on va le trouver, comme tu as évoqué tout à l'heure, avec l'expérience habitée, quelque chose qui se met en lien avec la réalité de ce qu'on a pu vivre. Et un mot, en fait, va prendre sa résonance complètement avec, effectivement, tout, finalement, le vécu de l'individu. Parce que d'un point de vue purement
mécanique qui s'appuie sur le squelette entier, sur tout le système articulatoire qui lui-même est modifié par nos expériences de vie. Et c'est ça qui va porter justement un mot qui va être qui va porter le sens de l'expérience de la personne qui va le prononcer. Or, oui, ça va, ça te parle? Tout à fait, oui. Et effectivement, du coup, par rapport à ce que tu as posé, eh bien, ne serait-ce que pour connecter ça, si on ne veut pas juste sur le mode opératoire, donc ici, très rapide et la manipulation de concepts, on doit nous-mêmes se connecter et prendre un temps à notre intention lorsqu'on pose le mot. Et l'immédiateté, justement, avec la manipulation de concepts, coupe tout échange à ce moment-là parce qu'on a des concepts d'idées et notre humanité peut, quand elle rencontre ça, eh bien, c'est ce que j'avais évoqué, tu vois, avec toi, il y a comme quelque chose qui devient stérile, en fait. C'est-à-dire que le point de rencontre ne pouvant pas se faire vers l'émergence d'autre chose, eh bien, à ce moment-là, ça se stérilise de lui-même. Ça va, ça te parle, ça? Oui, justement, je prends un temps. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental, me semble-t-il. Enfin, euh, c'est qu'en fait, comme tu dis, euh, lorsque tu dis ça stérilise de lui-même, c'est ça qui est redoutable. C'est-à-dire, en d'autres termes, que ce vide crée un effet en retour chez celui qui le reçoit ou celle qui le reçoit. Ce vide va créer justement un effet de déstabilisation. Mm. Et cet effet de déstabilisation, me semble-t-il, va justement amener des réponses de survie. C'est ça. Parce que la seule manière ajustée de sortir serait de dire stop, je ne suis pas OK pour cette manière d'être en relation. Oui, et tu vois, ce que tu poses, ce stop-là, pardon, tu avais terminé? Oui, oui, oui. Vas-y, Voilà. vas-y. Justement, ce stop-là est un stop qui va venir prendre position. Oui. Hein, et prendre position, du coup, dans finalement quelque chose qui, à travers l'immédiateté, la sursaturation, tu vois, on est vraiment sur des comportements, comme tu avais évoqué, réactionnels. Hein, on passe de la création d'un véritable dialogue à de la réaction Oui. face à des concepts d'idées. Et ce mécanisme-là engendre petit à petit, de mon point de vue, puis on a échangé un petit peu là-dessus, justement, à partir du moment où on commence à avoir, comment dire, le fait qu'il n'y a pas de résonance aux mots prononcés, à ce que nous pouvons porter. Il n'y a pas de résonance parce que de l'autre côté, il y a un mur qui se met. Ce mur, c'est un mur vide de sens. Hein, c'est de ça dont on parle. Hein. Ce vide, c'est le vide de sens. Et ce vide de sens, du coup, va faire que quand on va porter ce je ne veux pas de ce mode de communication, eh bien, la prise de position va amener implicitement à l'exclusion. On commence à être dans le monde de l'exclusion avec effectivement un autre ingrédient euh, qui se rajoute, qui plane toujours, hein, c'est ce monde de la peur véhiculé par une communication qui est continuellement centrée sur ce message-là et qui petit à petit, comme il n'y a pas, d'écho possible avec les personnes, mais on est sur un message qui est vraiment descendant, et plus ça va, plus c'est un mur qui est, dans mon sens, hein, qui vraiment vient écraser, et bien petit à petit, si on prend position, et ça c'est la question qu'on a posée ensemble, contre ou dans le monde de la peur. Oui.
oui, le monde de la peur. Et justement, avec cette incapacité à pouvoir différencier sur quoi repose ce monde de la peur. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en lien avec la situation concrète et vécue, ou est-ce qu'il est en lien avec la menace d'abandon et d'exclusion? Et ce qui est terrible, c'est qu'à ce moment-là, les deux deviennent complètement mélangés. C'est ça. De telle sorte qu'on ne sait même plus si ce qu'il est possible de dire, d'exprimer, d'échanger, c'est-à-dire d'activer la pensée intérieure, la réflexion, Mm. la capacité à penser. C'est En tant juste. qu'humain, en tant qu'humain, si elle va devenir, si elle reste pertinente ou pas. Parce que justement, me semble-t-il, l'autre élément important qu'on a parlé, dont on n'a pas parlé, Mm. c'est que le dialogue sur lequel émerge la pensée, ce dialogue n'engage pas uniquement des mots, des phrases, des Mm. idées, mais engage la dimension expérientielle et affective, c'est-à-dire aussi le sensible. Exactement. On est. Pardon, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Non, non, c'est bon. Et justement, quand tu poses ça, tu vois, ça met en lien en fait avec justement la vibration du mot. C'est-à-dire que le mot est vivant. C'est une action et c'est une action qui prend forme dans la réalité. Hein, on n'est pas juste comme ça avec un mot creux en lui-même est un mot qui ne va pas engager le vivant. Et ça, il y a eu des expériences fantastiques faites là-dessus, tu sais, avec le gazon qui a été. Quand on dit qu'il faut parler aux plantes ou aux plantes tomates pour qu'elles deviennent plus jolies, elles entendent. Oui, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Le gazon, en fait, il y avait une expérience où vous aviez deux graines, enfin deux plants de graines qui ont été mis d'un côté et de l'autre. Et d'un côté, il y avait une intentionnalité avec le gazon en lui disant à quel point il était magnifique, etc. Et donc, on a un gazon qui a poussé, quoi, qui est vraiment, qui a poussé, qui en plus est rayonnant. Et de l'autre côté, on a un gazon qui a été insulté, qui a été effectivement traité avec une intentionnalité qui est plus justement dans le fait de rabaisser. Eh bien, là, on a un gazon qui n'a pas poussé. Comme quoi, il y a vraiment un lien entre le mot habiter et Oui. le vivant. Mm. C'est ça que je veux poser là avec toi. Mm. C'est qu'effectivement, du coup, le mot prononcé prend forme et réalité et construit notre réalité. Mm. Et là, effectivement, ça vient poser la question de cette intentionnalité. C'est-à-dire, quelle est cette intentionnalité derrière effectivement cette surmédiatisation constante qui va du coup véhiculer petit à petit le fait que nous ne sommes plus en capacité de pouvoir penser par nous-mêmes, vu qu'il y a à ce moment-là, on va prendre, encore une fois, euh, les mots ambiants ne vont faire émerger chez nous, finalement, que ce qui va se mettre en relation. Et là, je vais dire un mot qui est peut-être pas OK, mais tu me diras, mais qui va se mettre en relation avec nos propres peurs. Oui. Mm. Et c'est Ça te intéressant parle? ce que tu dis parce que quand tu parles justement de mettre un mot en relation avec nos propres peurs, Mm. euh, ça m'amène à cette question. Et cette question, je l'exprime, elle amène chez moi une grande tristesse d'ailleurs. Mm. C'est est-ce que au fur et à mesure de toute euh, de toutes ces années, peut-être même ces siècles, euh, la société que nous avons construite est une société qui repose sur la peur de l'humain.
et que c'est comme si il fallait déshumaniser l'humain parce qu'il n'y a aucune confiance dans l'humain. Mm. Et qu'à partir de là, s'il n'y a plus confiance dans l'humain, que ce soit la relation affective, que ce soit la pensée, que ce soit l'intuition, que ce soit, enfin, tout ce qui nous caractérise, l'intime, on va dire. L'intime, l'intime. Mm. C'est comme s'il fallait qu'il n'y ait plus de, qu'il fallait dissoudre l'intime pour qu'il n'y ait plus que une société de type opératoire qui fonctionnerait Mm. sur un hygiénisme bureaucratique C'est ça. Mm. et en face des agents qui, qui interagissent sur un mode instrumental et opératoire avec cette société. Tu vois, quand tu poses ça, justement, voilà, ça fait résonance hein, pour moi. Et le terme résonance est important parce que justement, on est sur cette idée-là de. Tu as dit le mot, hein, justement, une communication hygiéniste. Oui. C'est quelque chose qui est fondamental dans ce qu'on est en train de poser, à mon sens, parce qu'on se retrouve effectivement aujourd'hui avec, certes, une surcommunication de tous les côtés qui, justement, est en partie quand même, comment dire, aujourd'hui, on fait des recherches par mots-clés, Oui. rien que ça. Hein, ce sont des mots-clés, des clés qui vont ouvrir des portes ou des chemins. Et toute notre communication numérique, virtuelle, est faite par mots-clés. Et effectivement, quand tu poses la question de cette intentionnalité avec cette communication qui est hygiéniste, comme si l'humain, avec son ressenti, avec toutes ses couleurs, avec toute sa résonance, est tellement imprévisible qu'il faut arriver à finalement lui mettre des mots-clés pour qu'il bâtisse sa construction de pensée. Ça va, ça te parle, ça? Tout à fait. Mm. Et c'est là où se développe la dimension, me semble-t-il, justement, si je rebondis, bureaucratique, parce que ça veut dire qu'il faut normer, comptabiliser, probabiliser et contrôler. Et puis, oui. Et Ouais. qu'à partir de ce moment-là, peut se mettre en place tout un système qui va justifier de sa propre existence en soi. Mm. Puisque, me semble-t-il, à partir du moment où l'hygiénisme sort l'humain et sort l'humain de l'être ensemble, à partir de ce moment-là, ça veut dire que peut se créer une illusion d'une société parfaite, performante, idéalisée, et qui va absorber tous les champs humains dans cette mode de représentation. Technologie, médias, numérique, et les discours de la science, de la philosophie, l'éducation. C'est-à-dire que tout a tendance à être absorbé par cette espèce de, j'allais dire, de monstre, entre guillemets, Bah, c'est... et qui en retour crée une illusion extrêmement importante qui est que c'est la seule et bonne manière de développer le vivre ensemble. Et me semble-t-il, et qui part de l'idée qui est terrible, qui est l'idée de prendre soin. Or, l'idée de prendre soin, si elle n'est pas dans une dimension relationnelle affective, c'est-à-dire dans l'intime, le prendre soin devient agir sur, Et... en sachant ce qui est bon pour l'autre. C'est ça. Et du coup, tu vois, c'est là où le message implicite, c'est on fait ça pour votre bien. Voilà.
Et donc, effectivement, à partir du moment où on a ce message-là, je vais peut-être être un petit peu provocatrice, là, mais quelque part, quand on a enfin, en tout cas, quand il y a ces messages-là, où on fait ça et on vous donne toute cette communication-là, tous ces mots-là, tous ces éléments-là, cette saturation-là, pour votre bien. À partir du moment où cette communication n'entre pas en résonance avec l'humain, avec sa fréquence, avec sa vibration, avec tout ce qui est l'énergie du vivant, où du coup on se retrouve à se dire soit je me positionne contre, soit je fuis cette communication, je me mets dans ma bulle et je ne veux plus rien entendre parler, soit je me plie au discours. À cela, tu rajoutes l'ingrédient qui est l'activation finalement de l'exclusion, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le monde de l'exclusion, en disant je ne sais pas comment me positionner en relation avec finalement ce message-là. Et on a tous les ingrédients du monde traumatique dans cette réalité actuelle. Voilà. Enfin, c'est peut-être un peu provocateur, mais la question, tu vois, que je pose là, c'est est-ce que tu vois, le fait de l'illusion d'être en lien, tout ça, tous ces ingrédients-là, on le sait, on l'a en cabinet, en consultation, c'est du trauma complexe à ce moment-là. Donc, c'est comme si effectivement, vas-y, tu voulais dire quelque chose. Non, oui. Ce que je voulais dire, c'est effectivement l'illusion du trauma complexe, parce qu'on est là où, en lieu et place du dialogue, on est dans la répétition, dans l'automatisation, dans le contrôle. L'intention ou l'intentionnalité est dans l'invisible. Et qu'en retour, les effets que ça crée, c'est des effets de stérilisation et d'appauvrissement de la richesse non seulement du dialogue intérieur, mais aussi de ce que peut co-construire le dialogue avec l'autre. On est dans la dissociation relationnelle à ce moment-là aussi, et la dissociation avec soi. Oui. On est dans un état dissociatif complet à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Et tu vois la question du coup par rapport à ce qui est posé, voilà, je te la pose là, c'est est-ce que du coup, je te la pose comme ça, hein, est-ce que du coup on serait avec ces ingrédients-là, sur la construction d'un monde traumatique complexe dans notre réalité du quotidien, ou est-ce qu'on serait plutôt sur sa révélation? Sa révélation. Hein, on est OK là-dessus. Hein, oui. C'est comme... Sa révélation, parce que qu'est-ce qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui? Par exemple, quand on fait le rapport au monde des animaux, c'est qu'on se rend compte que les animaux comme êtres vivants ont des capacités, j'allais dire, je ne sais pas comment dire, des capacités à penser qui sont présentes. Donc la singularité de l'être humain, il n'est pas dans la pensée opératoire, il est dans la pensée symbolique. Et ce qui est terrible, me semble-t-il, c'est que nous sommes arrivés justement par la sursaturation. Si je faisais par la sursaturation, on en est arrivé en fait à confondre la rationalisation et la raison, la manipulation de la pensée avec l'acte de penser. Et en fait, la représentation du bien-être et du bonheur comme une fin en soi. C'est génial ce que tu poses là, tu vois, parce que du coup, en fait, on est dans le monde de la confusion. Oui. Et justement, dans ce monde de la confusion, à ce moment-là, le point de repère
n'existe plus, vu que c'est totalement dans une espèce de brouillard général qui va du coup brouiller les repères, finalement, même de ceux sont, on va dire, qui vont justement travailler, œuvrer pour la continuité de cette pensée créatrice, hein, la pensée créatrice de vie, la pensée créatrice de sens. Oui. Tu vois, dans ma tête, là, j'avais les dauphins dont leurs sonars sont brouillés complètement et justement qui ont un mode de communication absolument exceptionnel dont nous ne sommes absolument pas en capacité de pouvoir comprendre un dixième de ce qu'ils peuvent échanger de par cette richesse-là. Eh bien, ouais, c'est un peu comme si justement on est brouillé, nous aussi. C'est-à-dire que nous qui essayons de travailler pour cette pensée émergente, au bout d'un moment, on est dans la confusion la plus totale. Et justement, dans cette confusion, et c'est ça qui est intéressant, tu vois, quand tu dis fort justement, on est dans la confusion. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu fasses une petite, comment dirais-je, qu'on ait un petit échange sur le langage de sniper dont tu m'as parlé, parce que je Ah trouve oui, et ce que je voulais dire pour rebondir, c'est que sur cette confusion, ça veut dire que ça nous nécessite, nous les êtres humains, de revenir, ou ça va nécessiter de revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, chez nous, c'est l'expérience de l'intime. Mm. C'est de réengager l'expérience de l'intime. Mm. Et ce qui est terrible, c'est que le discours externe, c'est en lien avec l'expérience de l'intime, mais cette expérience de l'intime n'est pas une expérience individuelle. Ce n'est pas l'individu. L'intime, c'est l'être ensemble avec les gens avec lesquels je partage de l'intimité. Mm. Et bien sûr, hein, on pourrait connecter toute la recherche sur le développement de l'enfant, qui montre que c'est bien parce qu'il y a un collectif intime autour de lui qui va se développer et que son développement va être dans l'interaction avec ce collectif intime, qui va lui-même faire l'interface avec le sociétal. Et dans ce collectif intime, il va se développer et que même la capacité à penser, c'est-à-dire ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, la capacité à se mettre à la place de l'autre, indispensable pour que l'échange et le dialogue, l'installation du dialogue, c'est dans l'intime que ça se développe. Donc si, dès lors qu'on sursature pour effondrer l'intime, ça veut dire que l'être devient seul au monde et nu face à la sursaturation du message. Et oui, et tu vois, oui, c'est le côté seul au monde vient justement s'inscrire directement sur l'aspect cognitif. Je fais le lien justement par rapport à ça et c'est là où on est sur le mot qui lui va finalement le mot creux va venir faire émerger différents, ça va venir atteindre à l'intérieur. Enfin, Oui. si je comprends bien ce que tu poses là, ça va venir résonner à l'intérieur, mais c'est une résonation, enfin, c'est pas n'importe quoi, c'est une résonance inerte. Oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un mot, comme je l'avais dit, j'adore ce mot-là parce que rien, quand on le prononce, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'éteint en nous, quoi. Le côté inerte et qui va petit à petit venir faire en sorte qu'on va se câbler de façon... vas-y. Oui, oui, vas-y, je t'écoute. Voilà, on va se câbler, c'est utiliser nos capacités d'adaptation fantastiques Oui. dans le câblage qui va être justement la non-pensée créatrice. Je Oui. m'explique hein, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu vois, si on reprend les mots-clés, si on reprend aujourd'hui, je pense notamment à tu as un patient que j'avais eu, je t'en avais parlé, qui travaillait avec un exosquelette, justement, Ah oui. avec des messages qui étaient des messages préenregistrés auxquels il devait répondre continuellement. Donc, tout ça était très normatif et qui avait fini, je l'avais vu en consultation, justement parce qu'il se sentait vulnérable. Oui. C'est-à-dire que vulnérable sans son armure, mais finalement vulnérable même dans sa pensée. Oui. Hein.
Ça va, ça te parle? Oui. Et Et, effectivement, oui. et tu serais d'accord, justement, comme on en avait parlé, que tu abordes justement la- le, le langage de sniper, c'est-à-dire comment en fait on va utiliser le langage euh, pour construire justement, pour mettre en, construire une norme de pensée en fait. Oui, en fait, j'étais partie au cours de nos réflexions. J'avais évoqué le fait qu'il y a quelques années, mais on va dire quelques centaines d'années, il y avait l'art de la rhétorique qui était effectivement utilisé, et d'ailleurs qu'on utilise encore. Je crois que les avocats ont encore quelques cours de rhétorique justement, où on est sur effectivement une pensée rapide, mais avec une intentionnalité. Oui, Or, aujourd'hui, on a basculé, en mon sens, vraiment sur ce que j'appelle le langage du sniper. C'est-à-dire que ça doit être vif, rapide et percutant. Et effectivement, cette rapidité, le côté percutant, vient mettre l'individu dans une rivalité relationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui, ou peut-être que ça a toujours été, mais en tout cas là, on peut vraiment voir à quel point ça vient modéliser complètement notre système de pensée dans la réaction. Et donc, à tout moment, le mot créateur de ce porteur de sens, en fait, est devenu un mot tueur, oui, tueur de pensée. oui, Voilà, et effectivement, ça, on le voit, que ce soit auprès de toute génération, d'ailleurs, toute génération confondue. Ce mot sniper, c'est celui qui va à un moment poser ce qu'on appelle la punchline. C'est-à-dire qu'à un moment, l'argument est tel qu'il n'y a aucune possibilité, on n'est pas venu faire émerger quelque chose, on est venu écraser l'autre. oui. Et donc, c'est là où on est sur l'illusion de l'humain en relation, parce que après, la question, c'est est-ce que la dualité, justement, est une forme de... Ça reste une forme de relation, mais Mais qui est sur l'effet de sidération en fait. qui est sur l'effet de sidération, c'est ça. Et à ce moment-là, cet effet de sidération va justement contribuer encore plus à créer le vide à l'intérieur. Oui, Et ça vient, l'effet de sidération, encore une fois, on a un nouvel ingrédient du monde traumatique complexe. mm, Et le fait qu'effectivement, à ce moment-là, il n'y a plus d'émergence possible de la pensée. Et comme il n'y a plus de mouvement possible, la sidération fait qu'on devient figé. mm. La pensée créatrice, celle qui va être... tu sais, on avait parlé de cette notion de fécondité à l'intérieur de soi-même qui permet de nourrir justement aussi l'expérientiel, ça va dans les deux sens. Eh bien, elle devient complètement rasée. C'est un no man's land, c'est un désert. Et c'est un désert aussi relationnel. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que si je fais le lien et que je passe en communication hypnotique, ça veut dire que l'effet de sidération va te rendre vulnérable à la suggestion. C'est ça. À partir de là, la surmédiatisation va être un bombardement de la répétition d'une suggestion identique. On est sur ce qu'on a, tu sais, ce qu'on a déjà pu évoquer ensemble, on est en hypnose négative. Voilà. Et donc, Hein. en processus d'hypnose. Oui, si on utilise la métaphore d'hypnose négative, c'est-à-dire que c'est une hypnose centrée sur la norme, C'est ça. une norme externe, et qui, au lieu d'aller dans le sens de l'enrichissement, va dans le sens de l'appauvrissement. Et, et cet appauvrissement, et tu vois, je fais le lien avec ce que tu as évoqué tout à l'heure sur cette communication hygiéniste et stérile, Oui, qui finalement, qui au final est portée par différents médias dans ce qu'on appelle, quand même important, la réalité virtuelle, Hervé, quoi. Donc oui, c'est sur une autre tranche, où une partie des mots-clés sont finalement choisis par des bots, donc des robots,
avec donc tout ce qui est au cours de, enfin, tout ce qu'on vient mettre en place au niveau de l'intelligence artificielle actuellement. Oui. Et là, je pose la question, hein, vraiment, c'est à partir du moment où la communication est le produit, justement l'émergence, le produit dans le sens, ça vient se créer de deux pensées résonantes et habitées, Oui, oui, quid du coup de l'intentionnalité des programmateurs ou autres mesures par rapport aux robots et l'intelligence artificielle dans finalement une communication qui devient de plus en plus, réduit. elle s'appauvrit de fait. Oui, Et on sait très bien qu'à partir du moment où on n'utilise pas tout l'enrichissement du vocabulaire, du mot porté, du mot habité, eh bien à ce moment-là, le processus interne fait que de toute façon, ça va vers l'appauvrissement. oui. Mm. Et tu vois, ça fait écho aussi du coup avec ce qu'on avait échangé sur une expérience qui a été faite avec deux robots mis face à face pour communiquer ensemble et voir comment une intelligence artificielle allait réagir en mode communication. Et il se trouve que les chercheurs, très rapidement, se sont retrouvés dépassés parce que les deux robots ont créé leur propre langage, incompréhensible effectivement des humains. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour arrêter ce langage, cet autre mode de pensée des robots en tout cas, a été de couper simplement, purement et simplement le courant. Ça a été une action mécanique. Ah oui, ça a été de couper le courant. Voilà, c'est de couper le jus. Mais, mais si tu veux, ce qui est intéressant dedans, c'est de ne pas oublier que les robots, ils ont été programmés, les intelligences artificielles ont été programmées sur une intelligence opératoire reproductrice euh, Humaine. probable, non justement pour moi, Non. pas humaine. C'est produit par des humains qui sont dans une vision instrumentale, Ah oui, de pas l'humain. relationnelle. Et donc, est-ce que du coup, tu vois, on pourrait poser, en s'avançant un petit peu, que Oui. finalement, oui, Vas-y, vas-y, je t'écoute. par rapport à ça, donc du coup, le fait est qu'il y a toujours, de toute façon, de l'humain, à un moment ou à un autre, des humains derrière, Oui. qui ont posé effectivement ces bases-là, avec finalement, ce serait peut-être la matérialisation de leur propre peur Oui, du monde des humains. oui. Hein, de toute façon. Eh bien je me suis posé la question de savoir comment ça se fait, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire en termes d'intentionnalité. Oui, on l'avait posé. Que cette construction de notre société occidentale prenne cette allure-là. Or, effectivement, je crois que le contrôle de l'humain repose sur la peur de l'humain. Mm. Et cette peur de l'humain, c'est la peur de, de la partie en nous. Si je prends Star Wars, c'est le côté obscur de la force. Oui, Si je prends, si je prends, ça y est, j'ai un trou. lequel? Obi-Wan, les Non, 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 Sith? non, 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 un philosophe. Si je prends Edgar Morin, c'est le Oui. mot démence, Mm. d'accord? C'est-à-dire que cette partie de nous-mêmes qui est en lien avec la souffrance humaine, c'est comme si Mm. il faut absolument l'exclure et qu'elle devient intolérable. Et à partir de là, on crée. Et, et ce qui est terrible, c'est que ça permet d'accorder la vision comptable, bureaucratique, opératoire, contrôle avec, avec le, comment dirais-je moi, avec tout ce qui est, on va dire, l'argent. Oui, ah bah, Parce avec une autre que énergie. c'est comme c'est une impossibilité, comme on est dans une vision illusoire et impossible,
on peut toujours construire et pour le contrôle, et donc les effets iatrogènes du contrôle permettent de construire encore quelque chose pour les effets iatrogènes du contrôle. Et donc c'est un cercle infini qui en termes de production est sans fin. Il s'auto-alimente. Il s'auto-alimente. Hein, il s'auto-alimente dans ce que tu poses. Et il s'auto-alimente parce que quelque part, la construction des normes et la complexité des normes créent un monde qui devient de plus en plus virtuel et de plus en plus décalé du réel. Et qui permet l'interprétation suivante. Ah, mais si le réel se comporte autrement que dans le réel, comment on peut savoir? Puisque toute la partie de ce qui fait le vivant dans le réel est justement du registre de l'inconnu, de la nouveauté, de l'imprévisibilité, de tout ce qui fait L'émerveillement. l'émerveillement de la vie. C'est ça. Hein, tu vois, quand je t'entends justement poser ça, si je le mets en lien avec ce qu'on a pu justement dérouler, Oui, en fait, il y a un point de rencontre qui est en train de se faire. oui, Mais ce point de rencontre, c'est-à-dire que je m'explique. D'un côté, on a effectivement le collectif sociétal. Tu vois, oui, voilà, c'est ce que tu avais déjà posé, tu vois, ce collectif sociétal qui, du coup, oui. est sursaturé d'une communication qui, justement, véhicule. On fait tout ça, c'est pour votre bien. Et en même temps, voilà, on a pu voir déjà tous les effets que ça produit. Et ce collectif sociétal, finalement, vient nous toucher directement au niveau de l'intime en portant justement cette intentionnalité Oui. implicite. Et le point de rencontre, il est en train de se faire là. Oui. Ça va, ça te parle ce que je pose là, hein, le fait qu'effectivement, du coup, c'est tous les côtés là. C'est vrai, il faut quand même rajouter quelque chose, Oui. parce que ça c'est important. C'est Mm. que l'intention du collectif sociétal dans l'idée de c'est pour votre bien est partagée par, je veux dire, par la population et nous-mêmes, et à travers nous aussi, Oui, nos parents qui l'avons créé, qui est l'illusion d'une société où la sécurité et le bonheur pourraient être la norme c'est et ça. que on participe tous à cette co-construction, alors que le paradoxe en retour, c'est que cette illusion de sécurité et de bonheur ou de bien-être, en fait, en miroir, amène à une distanciation de plus en plus importante du vivant et de l'humain chez nous. Mm. Tellement que une des voies extrêmes pourrait être celle des transhumanismes extrêmes où en fait il faudrait une autre forme de vie qui remplace l'humain, qui serait le cyborg ou quelque chose comme ça. Et il est important, me semble-t-il, de dire qu'effectivement, toute la question aujourd'hui, et ça me semble essentiel parce que c'est la question de la capacité à dire, mais il y a d'autres alternatives possibles, c'est toute la question de remettre la relation humaine et l'intime au centre de notre vie et que, à mon avis, c'est ça qui est questionné. Et que ce n'est Mm. pas les technologies que l'on utilise ou qu'on met, quelle qu'elle soit, mais à partir du moment où elle est au service de l'intime, au service du vivant, et non pas au service de la déshumanisation. Oui, et tu vois, quand voilà, tu poses ça, ça vient toucher quelque chose qui, justement, en tant que thérapeute, je crois qu'on est tous impactés au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on a pu voir au cours des différents échanges qu'on a eus aussi avec nos collègues ou autres, qu'on est tous, enfin une grande partie se trouve fatiguée, épuisée, comme s'il y avait cette saturation qui est là, et tu vois, ça fait lien avec ce qu'on a posé sur finalement, là, il y a
c'est comme s'il y avait la matérialisation, l'officialisation de la matérialisation du monde traumatique complexe dans notre réalité, comme étant notre réalité. Et finalement, on est peut-être tous en train de lutter contre cet effondrement dont tu parles pour préserver ce qu'il y a de notre humanité. Oui. Et donc, justement, notre capacité à nous émerveiller et à rendre justement que le vivant soit comme si on essayait de protéger ce qu'il y a encore de vivant en chacun de nous. Oui. Ça va, ça te parle, ça? Oui, oui, tout à fait. Et comment reconnecter à une philosophie de la vie? On est du coup sur oui, avec la philosophie et surtout le sens propre à chacun, Oui. de ce qu'il vient mettre dans le fait d'être habité par le vivant, Oui. plutôt que d'être habité par effectivement une pensée normative ou en tout cas quelque chose qui est déshumanisant. Oui. Et c'est Donc ça je suis d'accord avec. Enfin, c'est très bien ce que tu dis et je crois que c'est ça qui est important et qui interroge d'ailleurs. Que toute pensée qui peut, ou toute intentionnalité qui peut être, qui pourrait partir, on va dire, entre guillemets, d'une bonne intention, d'un bon sentiment, en fait, dès lors qu'elle prend une forme normative et va créer des effets de désorganisation au niveau relationnel et va rentrer dans un processus de déshumanisation, c'est-à-dire un processus mortifère. c'est là où effectivement la communication devient, enfin la surmédiatisation, pardon, de la com, Oui. devient finalement le meurtrier en fait. Oui, ça devient un processus mortifère. Voilà. Donc c'est comme si finalement, dans ce que tu poses, on est déjà dans ce scénario de lutte pour le vivant en fait. Oui, oui, car le vivant exige que ce qui va émerger soit dans l'interaction entre l'externe et l'interne. Est-ce que du coup Bien de l'externe et l'expérience interne. On est sur le fait que ça, justement, tout ce qui va être autour du mouvement, le mouvement de la vie, hein, qui est là et qui à la fois nous construit, nous, à l'intérieur de nous, et en même temps qui construit le monde qui est autour de nous. Et tu vois, je me dis, tiens, et pourquoi peut-être que c'est une invitation finalement du vivant à ce qu'on se positionne. Tout à fait. Qu'on se positionne dans, comme, comme j'aime le dire, dans les formations ou aussi quand je fais la thérapie narrative avec Julien Ledbez, c'est la relation construite, l'autonomie elle se construit dans la relation. Ce qui est frappant, c'est que dès qu'est utilisé un discours qui est sur l'autonomie, qui laisserait entendre que l'autonomie est une autonomie en soi, c'est-à-dire qui devient un individualisme, C'est ça. eh bien, à ce moment-là, on rentre dans un scénario de déshumanisation et dans un processus mortifère. C'est ça. Parce qu'on rentre dans un scénario d'illusion, de toute puissance, de perfection, et qui rentre de plus en plus à distance avec le réel du vivant. Et est-ce que on pourrait rajouter justement que ça vient, qu'on va utiliser la relation humaine comme étant un outil de manipulation à ce moment-là. C'est-à-dire que utiliser la relation humaine comme un outil de manipulation. Comme un outil de manipulation, c'est-à-dire qu'il y a l'illusion d'être en relation et d'être en lien, prenez soin des uns des autres, tout en étant ni plus ni moins, finalement, qu'une façon d'isoler l'intime. Voilà, en isolant l'intime. Et c'est paradoxal. Hein, voilà, on est dans le paradoxal. Sandy et Eric, voilà,
le temps passe vite et passé très très vite, encore une fois. Juste avant qu'on passe à quelques questions, si vous voulez bien. D'ailleurs, peut-être, je ne sais pas, peut-être que toi, vous voulez rajouter une petite chose pour conclure momentanément avant de passer aux questions, ou bien souhaitez-vous passer directement aux questions là maintenant? J'ajouterais l'ajout, comme on a fini sur le paradoxal, de dire le paradoxal, comme nous le savons en thérapie, ça porte sur le système, c'est-à-dire la construction en termes de système de la société que nous avons développée, qui pose la question de comment changer de système. Car, comme on le sait, le paradoxal, il peut pas lâcher de manière rationnelle. Et ça pose une autre question, c'est que ça renvoie et chacun et l'ensemble, et on le voit bien, ça renvoie à notre place, sur cette planète et comment on peut, je veux dire, et notre place d'humain en relation. Et comment on peut cultiver l'être ensemble et retrouver l'être ensemble dans une vision comment dirais-je moi, de quel projet pour l'humain et pas autrement, et comment cultiver la coopération et autrement que d'être comment dirais-je moi, dans une fuite en avant, dans une illusion qui contient elle-même sa propre impossibilité. Voilà, je dirais quelque Sandy, chose comme... Sandy? Alors, en fait, tu vois, tu m'as bien là. Je prenais justement, voilà, je prenais le temps justement d'accueillir et d'écouter, voilà, comment ça entrait en résonance, comment les mots que tu poses là entrent en résonance avec l'être que je suis, et justement pour en mot de conclusion, c'est le fait de pouvoir justement toujours s'émerveiller malgré tout. Envers et contre tout, et je crois que c'est une capacité qui est à cultiver et à protéger. S'émerveiller aussi de voir comment les mots là qu'on a pu échanger, tu vois, pour le coup, Eric, toi et moi, peuvent aussi justement, sont là, et il y a cette distance, t'es à Nantes, je suis en Ariège, et en même temps, il y a quelque chose de vibrant. Et donc, on a cette capacité extraordinaire pour moi de pouvoir... Le lien est présent. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, si on le cultive, et si on le continue à le développer, aucune machine ne pourra nous l'enlever. Oui. Voilà, c'est notre capacité. Ça, Sandy, tu vois, ça me vient. Je crois qu'aujourd'hui, ce dont on aura le plus besoin, c'est de penseurs. Oui, oui. Comme quelque chose qui va permettre comme un entraînement, finalement, tu vois. Alors, on va être repartis tous les deux. Hein. Justement, si vous me permettez, pour qu'on laisse place à quelques questions, Eric disait à l'instant, oui, parler des penseurs. Alors, je vais vous demander du coup peut-être d'aller dans cette direction-là. Enfin, d'y aller, vous y êtes déjà par la richesse de vos échanges. Ça, c'est indiscutable. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. J'en ai moi-même quelques-unes. J'essaie de les synthétiser. Faire peut-être un effort, je m'excuse par avance parce que ce n'est pas forcément évident, je le sais bien, de répondre parfois à des questions qui mériteraient un long développement, mais je vous demandais de faire preuve d'une espèce d'épistémologie des représentations pour utiliser des concepts qui
peuvent être compris creux quand on les utilise et qu'on les met bout à bout, j'en ai bien conscience. Vous parliez à plusieurs reprises, et pendant un long moment, vous avez parlé d'intentionnalité. C'est souvent un mot, un concept, je ne sais pas comment le dire, une idée qui est difficile en fait à définir. Ça nous intéresserait de pouvoir peut-être que chacun puisse préciser un petit peu plus ce qu'il entend par intentionnalité, parce que c'est un terme c'est vrai, qui est souvent utilisé et finalement, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, ce n'est pas une définition universelle, hein, il s'agit de votre définition en tant que personne, ça serait intéressant. Je ne sais pas qui veut commencer à répondre à ça. Qu'est-ce que j'entends par intentionnalité, quoi, finalement? Et alors, tu vois, Stéphane, c'est quelque chose que, justement, quand je travaillais à la télé ou au ciné, il y a quelque chose qui était toujours présent, c'est qu'est-ce qu'on souhaite que la personne fasse avec ce que l'on lui montre ou ce qu'on lui dit. C'est-à-dire comment finalement elle va se l'approprier ou comment elle va le transformer. Et en mon sens, l'intentionnalité, c'est justement ça. Déjà, prendre conscience qu'il y a juste quelqu'un, en fait, qui est là, avec lequel on va être en relation et qu'on n'est pas juste pour poser notre concept en tant que tel, mais bien pour co-construire quelque chose ensemble. Là, donc, c'est vraiment dans cette création du lien et le fait que véritablement, quand il y a cette intentionnalité, c'est prendre en considération le fait qu'il y a une personne à côté de moi, en face, autour de moi, qu'elle soit juste là ou à des milliers de kilomètres. Et c'est ce qui va permettre, c'est ce temps-là qui va permettre justement de pouvoir faire émerger autre chose chez l'autre. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Eric, pour toi? Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Sandy, parce que pour moi, ce que tu viens de dire est insuffisant, dans le sens où cette intention-là peut être une intention de manipulation. Oui, complètement. Oui, tout à fait. Et je pense que justement, en HTML, je dis l'intention est liée en interaction avec l'action et les effets de la relation, qui viennent ou non valider l'intention. Ça, c'est le cercle, mais ce cercle-là, on peut l'utiliser d'une manière manipulatoire et opératoire. Je pense que l'intentionnalité, elle doit être connectée à un projet qui est en lien avec je vais dire, les principes de vie et le sens de la vie. Et que en ce lien, c'est, en gros, est-ce que cette intentionnalité se met au service de l'humain, à la fois dans la temporalité immédiate et dans la temporalité dans le temps, ou est-ce qu'elle se met au service d'un intérêt particulier, y compris d'une norme? Pour moi, l'intentionnalité, c'est ça s'il y a quelque chose qui va au-delà de la mort et qui se transmet dans le temps, c'est l'intentionnalité. Et cette intentionnalité, elle est centrale, et je voudrais finir sur une phrase que m'a dit une patiente hier, où on travaillait en transgénérationnel, et c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, l'histoire a commencé avec sa grand-mère, qui a perdu donc son père à sa grand-mère, donc son arrière-grand-père à elle, parce qu'à ce moment-là, il a été déporté. Il a été déporté au moment de la Deuxième Guerre mondiale, donc par les nazis. Et à ce moment-là, dans la séance, quand elle observe la scène, elle dit cette chose extrêmement forte qui est: ils nous ont pris l'amour, ils nous ont pris l'amour, ils nous ont laissé la mort. Et pour moi, quand elle dit ça, elle pose la question de l'intentionnalité. Donc, tu poserais le fait que justement l'intentionnalité, elle est aussi vibratoire en fait, et dans l'implicite en fait. Hein, c'est ça. Je vous ramène un petit peu en arrière, au début de vos échanges.
vous allez comprendre, Eric, à l'instant, tu parlais de temps de temporalité. La temporalité, inévitablement, compte tenu du sujet du jour, me ramène, moi, au phénomène de disruption. Oui. Et est-ce que l'effet de surmédiatisation ou la surmédiatisation, justement, n'a pas pour fonction, puisque je fais le lien avec l'intention aussi qui se cache derrière, si c'est le cas, est-ce que la surmédiatisation n'a pas pour fonction de créer justement des moments, des disruptions, puisqu'en fait elles peuvent se succéder, des disruptions qui tout simplement annihilent la capacité de penser et d'avoir une pensée, j'ai envie de dire, j'allais dire peut-être délibératif ou enfin voilà, la capacité à penser tout simplement. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, on n'a pas parlé de la disruption, mais évidemment, la disruption, c'est justement la capacité, c'est de mettre en déséquilibre la personne, c'est-à-dire que c'est de créer une illusion de sécurité et le message va venir la déstabiliser dans l'illusion de sécurité. Si j'associe à la disruption comme processus le réflexe pavlovien qui repose, on oublie trop, sur le fait que Pavlov a mis dans son expérimentation, le chien, il était en situation, il était carrément dans un monde traumatique et déshumanisé. C'est-à-dire, je dirais, où la seule relation était par la nourriture. Et si on associe à ça la technique de la suggestion de notre ami Émile Coué, de répéter, de répéter, de répéter jusqu'à ce que ça rentre, alors lui, il était dans l'intention que ça fasse du bien aux gens. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Mais là, c'est tous les jours, à tout point de vue, le drame va arriver. Si on associe les trois, ben on a une remarquable stratégie de manipulation. Et si on rajoute, s'il ne suffit plus que de rajouter que si tu ne reçois pas le message, tu es exclu, c'est-à-dire tu es déviant, ben l'affaire elle est réglée, la boucle est bouclée. On a un système de manipulation imparable. Et donc, effectivement, du coup, on est vraiment dans ce que tu évoques pour le coup, Stéphane. Mais qui fait partie du sur processus. l'altération de la pensée. Il faut surtout, voilà. Alors, ça me fait penser à une chose, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. Vos échanges, évidemment, à un moment ou à un autre, peuvent nous ramener, en tout cas, c'était le cas pour moi, à ce que nous ont appris les penseurs, les chercheurs, les cliniciens de l'école de Palo Alto sur la communication. Pour revenir simplement, hein, toute communication comporte à la fois un contenu et une relation. Plus on est sur le contenu, finalement, moins on est sur la relation, mais moins on est sur la relation, plus la relation se fait sentir ou pressentir si on n'en parle pas à un moment ou à un autre de cette relation. Oui. Finalement, l'approche paradoxale, c'est un peu plus on est dans le contenu, plus la relation viendrait sur le devant de la scène. Si on ne l'aborde pas, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle d'une certaine manière, parce que si dans le phénomène de surmédiatisation, on est sur le contenu, certes peut-être un contenu qui peut être parfois vide de sens, eh bien, on pourrait imaginer que ça fasse justement le fond qui est la relation, le fond qui remonte à la surface, et c'est justement l'intérêt peut-être de ce qu'on vit actuellement, c'est de remettre au centre la relation, mais cette fois-ci en la mettant en avant et en parlant de cette relation. Non pas en faisant comme si elle était là, mais sans en parler. Alors, c'est juste ce que tu dis, Stéphane, il n'y a qu'un biais. C'est que si on prend la théorie de l'attachement, après la colère et le désespoir, c'est le détachement qui vient. Et il y a le détachement créatif, qui est la décentration, la mise en distance, et qui fait qu'à ce moment-là, je vais mettre stop aux effets de la surmédiatisation sur moi. Mais il y a un autre effet, qui est le détachement traumatique. Et le détachement traumatique, il arrive à l'indifférence et justement au comportement robotisé et opératoire.
Et d'ailleurs, on l'a en consultation, tu sais, c'est comme ça au niveau du discours. On a un discours qui est haché, qui est déshumanisé. Ce n'est ni plus ni moins que la matérialisation, si tu veux, de ce détachement, justement, et qui est repris aujourd'hui par le langage robotique, pardon. Est-ce que vous me permettez voilà, de vous poser, enfin, de relayer encore une dernière question pour aujourd'hui? Oui, oui, vas-y. Oui, je vais vous la lire, elle me paraît importante. Voilà, comment faire cohabiter le monde de l'intime avec le monde extérieur alors qu'il semble que nous sommes poussés à renoncer à toute intimité avec des messages comme, par exemple, si vous tenez à vos proches, éloignez-vous de vos proches. Quelle cohabitation possible au jour d'aujourd'hui qui pourrait nous servir en guise de conclusion provisoire? C'est une bonne question. Ouais. Oui, tu vois, c'est quand j'entends ça, justement, je trouve ça super déjà qu'il y ait ce mouvement qui soit fait, ce questionnement qui soit fait en disant, mais on est sur l'affirmation même, au-delà de ça, que le paradoxe ne se cache même plus. Oui, Il n'y a plus besoin c'est de vrai. faire semblant. Il n'y a plus besoin de faire. Maintenant, voilà, on peut dire tout et son contraire. Tu vois, on est dans le shaker. Et il n'y a plus besoin de faire semblant qu'on est dans le paradoxe vu qu'on le porte et ça pose plus de soucis en fait. Et observe dans les médias, observez dans les médias, les messages deviennent, en termes de santé publique, de plus en plus violents et, et, et la justification que, mais c'est pour dénoncer la violence, donc pour le bien commun, valide que les messages deviennent de plus en plus violents. Je rajouterais vas-y. Alors qu'en retour, ça veut dire qu'on crée une habituation de plus en plus importante à la violence. Et justement, tu vois, je fais écho à ça pour le coup, Eric, et pour faire lien avec ce que tu viens de poser, Stéphane. Lorsque on travaille en communication, justement, enfin, avec la communication, c'est bien que la violence et l'agressivité sont justement les réponses à un manque de mots à ce moment-là et un manque de pensée. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui fait que le mot ne peut plus sortir, donc il va sortir par la confrontation. C'est un mode de communication, mais effectivement, le fait de ne plus avoir accès aux mots, au sens des mots, à tout ce qui va être justement porteur du vivant, de toute façon, engendre la violence à ce moment-là. Oui. Et je vais rajouter sur la question de la violence, parce que ça me semble fondamental, parce on confond tout, qu'on peut dire qu'il y a deux formes de violence, et c'est important d'avoir dans le repère ces deux formes de violence. Il y a la violence intentionnelle et délibérée pour son intérêt propre. Mais il y a l'autre, il y a la violence réactionnelle. Et cette violence réactionnelle, elle est d'autant plus intense et elle projette d'autant plus sur l'autre qu'elle elle a comme sous-bassement la menace d'effondrement. C'est la lutte pour éviter de s'effondrer. Donc c'est la lutte pour éviter de s'effondrer. Et en fait, comme on le sait dans les formations et comme on l'a enseigné et c'est là le monde traumatique, c'est que la menace de l'effondrement de son monde relationnel, pas de soi en fait, et que la confusion est entre les deux. Et donc, le problème est que tant que les tentatives de réponse sont validées et rationalisées, et c'est ça qui est problématique, c'est que la rationalisation qui s'associe à la position victimaire, à l'identité victimaire, laisse entendre que c'est le discours de la raison. Tant que ce discours-là est validé et qu'il y a un consensus sur ce discours-là, ça veut dire que ça continue à aller en direction des processus mortifères. La violence devient le vecteur. La violence devient le vecteur. Voilà. Sandy, pour terminer, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou rebondir sur ces propos avant qu'on s'arrête pour aujourd'hui? Juste un mot en fait qui est passé, je l'ai vu passer là dans les choses.
qui justement, en mon sens, sont importants. C'est qu'effectivement, il y a une phrase en disant, mais l'émerveillement passe par la gratitude. Et oui, effectivement, voilà, c'est cette dynamique-là, cette énergie-là, qui est effectivement, certes, il y a tout ce qu'on a pu poser, mais encore une fois, le lien est quelque chose qui est dans l'implicite et dans l'invisible est merveilleux. Et effectivement, cette gratitude-là, et le terme gratitude est quelque chose qui rayonne et qui est porteur de ce lien-là. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Donc, je ne sais plus quelle personne a posé ça, voilà, mais merci en tout cas d'avoir posé, qui a permis de faire émerger ça. Merci à vous aussi, tous les deux. Merci pour votre écoute. Bien. Et merci. Encore un grand merci à Sandy et Eric voilà, pour ces riches échanges qui mériteraient évidemment encore beaucoup de développement, mais il y aura d'autres moments et d'autres webinaires pour le faire et poursuivre cette réflexion qui est en fait en réalité qui s'inscrit dans une continuité d'un webinaire à l'autre, évidemment. Tout ça forme un tout. Un grand merci à vous tous voilà, pour votre fidélité, encore une fois, et l'intérêt que vous avez à ces moments que vous organisez. À très bientôt. Et puis, au plaisir de vous retrouver. Le prochain webinaire sera le mardi 13 octobre à 10h30. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.